Cette année, donc, vous publiez un second roman aux éditions Emmanuel Colas, un roman d'amour et un roman social qui s'appelle donc Cœur du Sahel. Et c'est donc pour fêter cette sortie qu'on vous reçoit ce soir. Donc vous êtes depuis de nombreuses années une autrice reconnue. Vous avez reçu beaucoup de prix littéraires qui vous permettent de faire entendre votre voix. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivée à l'écriture? Ah, comment je suis arrivée à l'écriture? C'est une longue histoire. Déjà, comment je suis arrivée à la lecture? Ça commence par là, je pense. Pour pouvoir écrire, il faut d'abord lire et aimer lire. Et j'étais pas prédestinée à écrire et à être là. J'étais plutôt destinée à être, voilà, chez moi, une bonne épouse, une bonne mère et une bonne femme, entre guillemets. Mais il y a toujours eu cette forme de rébellion, une rébellion qui m'a d'abord poussée à aller sauter le mur de l'Église catholique pour chercher des livres. Et l'écriture est venue dans la foulée, je pense que ça s'est fait naturellement. Vous écrivez beaucoup sur les femmes du Sahel et sur les violences qu'elles subissent, mais donc aussi sur leur émancipation. Et vous dites, c'est souvent noté au début de vos romans qui sont inspirés de faits réels. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous imaginez vos héroïnes, comment elles naissent? Eh bien, tout commence par le thème du roman. Donc, pour les impatientes, évidemment, c'était la violence faite aux femmes, la violence sous toutes ses formes. Pour Cœur du Sahel, ça s'est fait également naturellement. Je voyais ces petites domestiques employées dans les maisons, employées dans nos maisons. Et voilà, je me suis simplement intéressée au sujet. Donc, comment je commence à écrire? Eh bien, je mène toujours des enquêtes sur le terrain. Minimum, ça me prend 1 an. Discuter avec les gens, aller dans les endroits. Mais les enquêtes peuvent être beaucoup plus profondes que ça. Donc, également, regarder tous les articles qui ont été écrits sur le sujet, sur le net, à l'université, etc. Et donc, voilà. Et puis ensuite, il y a toujours autour de moi quelqu'un, bien sûr, ou des personnes qui m'inspirent et qui font en sorte qu'il y ait ce déclic, en fait. C'est vrai que je dis toujours en début de roman, ce sont des histoires qui sont inspirées du réel. Donc, ce sont des personnes qui existent, ce sont des histoires qui sont réellement arrivées, même si, évidemment, ça reste quand même des fictions et que tout cela est romantisé. Mais vous choisissez quand même toujours d'écrire sur les femmes? Oui, parce que pour le moment, les femmes m'inspirent, parce que je pense que qui mieux que les femmes elles-mêmes peuvent parler de leurs conditions. Les femmes subissent beaucoup d'injustices, elles ont beaucoup de difficultés et je pense que ce n'est qu'une femme qui peut être finalement le porte-parole, qui peut parler au nom de toutes les autres, de toutes celles qui finalement n'ont pas de voix. Donc, et puis, au-delà de ça, au-delà du geste militant, bien entendu, en tant qu'écrivain, j'écris surtout sur ce qui m'inspire, sur ce qui me parle. Et pour le moment, c'est les histoires des femmes et de ce qu'elles vivent qui me parlent. Mounial et l'arme de patience a été publié en 2020 en France sous le titre Les Impatientes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec votre éditrice Emmanuel Colas? Ça, c'est une longue histoire, hein, Emmanuel. Et parler peut-être aussi de comment on est passé de Mounial et l'arme de patience aux Impatientes. Eh bien, ma rencontre avec Emmanuel s'est faite très naturellement. Je venais d'avoir le prix Orange et nous avions une amie commune qui simplement nous a mis en contact. Et Emmanuel a lu le test, elle a aimé. Je l'ai rencontré en plein hiver, quand il y avait des grèves, qu'il n'y avait pas de taxi, que je venais d'arriver à Paris, qu'il fallait que je cours, mais qu'il fallait que je porte quand même une robe pour dire voilà ce que je suis. C'était très, très compliqué. Après, donc voilà, ça s'est fait naturellement et tout est allé très, très vite, en fait, entre Emmanuel et moi. Après les grèves, il y a eu le confinement. Mais nous, on ne s'est pas trop sentis confinés parce qu'on a passé beaucoup de temps à travailler, à parler.
des impatientes, de ces héroïnes, beaucoup à discuter, mais également à partager des photos, des vidéos, etc. Parce qu'Emmanuel voulait à tout prix, avant de commencer le travail, rentrer dans mon univers, comprendre mon univers, comprendre de quoi je parle, comprendre pourquoi je dis telle chose et non autre chose. Et puis après, c'était le moment des corrections, et ça, ou plutôt du travail éditorial. Et ça, c'était trop intéressant. Très intéressant, parce que ça, c'est... Je dis par exemple, l'héroïne est tombée sur un canari. Emmanuel sait qu'un canari, c'est un petit oiseau. Sauf que moi, je parle d'une jarre. Je parle d'une concession. Concession en France, ça veut dire un endroit où on vend les voitures, où on les fabrique, je ne sais plus. Chez nous, ça veut dire une maison. C'est toujours le français, mais c'est la francophonie. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, surtout, je parle d'Ada Sare, la mère de la maison, Tidere Sare, la poubelle de la maison. Et elle me dit, ça ne va pas, non, on ne traite pas une femme de poubelle en France. Je lui ai dit, mais c'est ça que ça veut dire, je n'y peux rien, moi. Donc, oui, c'était très intéressant et ça a été un travail formidable. Nous avons passé beaucoup de temps et finalement, pour Cœur du Sahel, c'était tout aussi intéressant. Donc, on va reparler un peu des impatientes. C'est le destin de 3 femmes de classe sociale plutôt aisée qui subissent donc chacune plusieurs formes de violence. Donc face au mariage forcé, au viol conjugal, à la violence psychologique qui est liée à la polygamie non consentie, ces 3 femmes doivent être toujours patientes, accepter et se soumettre. Dans Cœur du Sahel, vous élargissez votre réflexion sur les violences faites aux femmes en parlant de la classe sociale, de la situation politique et de la crise climatique. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Faïdé, qui décide de quitter son village après la capture de son beau-père par Boko Haram. Elle veut se faire embaucher comme domestique à Maroua contre l'avis de sa mère pour aider sa famille à surmonter les difficultés financières. Mais la vie en tant que domestique est très compliquée. On peut le voir à travers différents portraits des jeunes femmes qui sont évoqués dans le roman. On n'est pas considéré, on n'est pas libre de ses mouvements, on est à la merci des hommes et des femmes. On ne peut pas être qui on veut, on ne peut pas aimer qui on veut. Et comme vous le faites dire à Faïdé au début du roman, le rêve n'a pas de place, c'est la lutte pour la survie qui prime. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Cœur du Sahel? Pourquoi ce titre? Pourquoi avoir voulu écrire cette histoire? Eh bien, au départ, je voulais vraiment parler de la condition de ces jeunes filles qui sont employées comme domestiques. Mais au-delà du fait que ce sont des filles qui viennent en ville pour travailler, il faut voir les causes et les conséquences. Et les causes, en réalité, ce n'est pas que la précarité, parce que si on dit juste que c'est causé par la précarité, eh bien, on a faux, on oublie certaines choses. Cette précarité elle-même, elle est causée par quoi? Donc, c'est le changement climatique qui cause l'insécurité alimentaire. C'est également les Boko Haram et autres groupes terroristes qui créent l'insécurité dans tout le Sahel et qui forcent la population justement à se déplacer, ça en fait des déplacés internes, mais qui forcent également les enfants à ne plus aller à l'école. Faïdé, c'est une jeune fille qui voulait continuer ses études, mais elle ne pouvait plus à cause de tous ces facteurs. Et elle doit donc aller travailler en ville, s'employer en ville comme domestique avec ses camarades. Mais également, je voulais parler de tolérance, des clivages ethniques, de l'interculturalité, etc. Et cela, c'est très flagrant chez nous, mais sans qu'on se rende compte en réalité quand on a un regard extérieur. Dans tout le nord Cameroun, il y a ce que nous appelons la culture islamopeul. La culture islamopeul, c'est tout simplement qu'avant la colonisation, il y a eu une première colonisation qui s'est faite par les Peuls qui ont apporté l'islam par le djihad partout dans la bande sahélienne et qui ont conquis les peuples. Et quand ils ont conquis toute cette bande sahélienne, eh bien, il y a eu des rancœurs, évidemment, parce qu'il y avait des peuples autochtones qui étaient déjà sur place. Mais comme ils ont été les plus puissants et qui sont venus avec une civilisation qui leur est propre, mais qui est également très influencée par l'islam,
Eh bien, c'est une culture qui s'est imposée dans toute la région et finalement dans toute la bande sahélienne, comme la culture islamo-peul. Donc, finalement, quand on pense islam en Afrique, on pense peul. Et donc, maintenant, les autres qui sont restés, ou qui sont devenus chrétiens par la suite, ou alors qui sont restés animistes, se sentent quelque part frustrés parce que les Peuls, évidemment installés sur les meilleures terres, mais qui sont devenus également des grandes villes, sont ceux qui dominent la politique, l'économie, etc. Et donc là, on voit que le vivre ensemble, dont on parle très souvent, et si souvent dans toute la bande sahélienne, mais également la lutte contre le tribalisme, eh bien, c'est que des mots en réalité, parce que ce qui se passe sur le terrain est totalement différent. Et on le voit, Faïdé, elle vient donc d'une autre ethnie, qui sont restés chrétiens, mais on voit que ceux qui s'islamisent ne veulent même plus se reconnaître de cette ethnie-là. Ceux qui s'islamisent se disent directement Peuls, oublient leur nom, oublient leur culture, oublient même leur langue et veulent s'identifier uniquement comme Peuls. Eh bien, pourquoi? C'est tout simplement parce que tant qu'on ne s'identifie pas aux Peuls, il y a une sorte de mépris. C'est comme si on appartenait à la classe sociale très, très basse. Eh bien, avec Faïdé, c'est aussi une façon de dire que l'amour brise les barrières, qu'avec l'amour, on oublie tout ce qui nous sépare pour garder simplement ce qui nous rassemble, c'est-à-dire notre humanité. Faïdé tombe amoureuse d'un homme dont il ne fallait pas, et cet homme tombe amoureux également d'elle, et il ne voit pas en elle la petite domestique chrétienne et caro, c'est-à-dire une non-peul. Il ne voit en elle qu'une jeune fille pleine de rêves, pleine d'espoir et belle et qu'il aime, c'est tout. Ouais, parce que c'est différent avec le portrait des autres jeunes filles qui sont ses amies avec lesquelles elle vit. C'est tout à fait, je pense que c'est la même chose en fait. C'est toutes ces filles, bien sûr, quand elles quittent leur village pour venir travailler en ville, c'est toujours dans l'espoir. Il y a l'espoir d'une vie meilleure. Il y a l'espoir d'une vie meilleure. Il y a l'espoir que les choses changent. Il y a l'espoir qu'elles trouvent l'amour, etc. Donc, il y a toujours ce fond d'espoir. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la lutte pour la survie, à un moment, le rêve n'a plus sa place. On va d'abord travailler pour survivre. On va travailler pour aider sa famille à survivre. C'est aussi simple que ça. Mais quand on arrive en ville et qu'on arrive à survivre, à ce moment-là, on peut se permettre également de rêver. Mais maintenant, ce que je voulais aussi relever, c'est que dans le roman, bien sûr, je parle du Sahel, je parle plus précisément du Nord Cameroun, mais il faut voir l'universalité de ce que je suis en train de dire. Faïdé, elle peut être n'importe quelle jeune fille africaine, ou même ukrainienne, qui vient à Paris pour se chercher, pour trouver sa place. Donc, il faut voir l'universalité dans le sujet et se dire tout simplement que c'est peut-être l'amour qui va briser les barrières et que, comme je le disais tantôt, tout ce qui devrait rester, c'est notre humanité et notre faculté à être vraiment et à savoir, à prendre l'autre tout simplement comme un être humain, donc comme notre frère et notre semblable.